Bonsoir les amis, nous sommes le lundi 27 juillet 2020 et en fait je vous dis bonsoir les amis, mais je ne sais pas, il faudra peut-être que je vous appelle bonsoir les narcissiques, psychopathes, machiavéliques. Pourquoi je vous raconte ça? Ben, regardez, on a CNews qui dit coronavirus, narcissique et psychopathe plus enclin à refuser de porter un masque. Et donc si on va dans l'article, on lit c'est ce que suggèrent deux études polonaises récentes. Par contre, je n'ai pas trouvé de traces des études polonaises. Donc déjà, messieurs les médias, faites un peu comme moi. Mettez vos sources dans le descriptif quand vous dites quelque chose, parce que là, ça ne fait pas très sérieux. Selon ces travaux, donc, il faut savoir quand même qu'il y a déjà des études polonaises, il y a des gens qui étudient les gens qui refusent de porter des masques. Déjà, c'est étonnant, ils n'ont rien d'autre à faire. Et donc, selon ces travaux, il y aurait un lien entre certains traits de personnalité d'un individu et sa réaction face aux mesures restrictives mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid. Les chercheurs ont en effet trouvé que les personnes narcissiques, psychopathes et machiavéliques ont moins tendance à respecter les restrictions ou à s'impliquer dans les mesures de prévention contre la pandémie. Elles seraient donc moins enclines à porter un masque ou à respecter les règles de distanciation, les règles de distanciation entre nous. Et donc, c'est repris en chœur par Le Point, par tout ça, donc ça va être repris partout. Donc, je vais essayer de retrouver ces deux études polonaises. Si parmi mes auditeurs, il y a des Polonais, un coup de main serait bienvenu. Et donc, comme vous pensez bien que c'est quelque chose de dangereux, puisqu'on est pervers, narcissique et machiavélique. Donc, j'ai décidé de faire appel à un spécialiste. Et là, vous allez avoir droit à une spécialiste mondiale. Bonsoir Nadine. Bonsoir Sylvano, un plaisir de te retrouver et de retrouver tous tes auditeurs. Alors voilà, pourquoi Nadine elle dit retrouver? Parce que j'avais déjà fait j'ai fait 2 émissions avec Nadine, mais la première c'est celle-là. C'était en octobre 2018 en fait, il marque il y a un an sur YouTube. C'est Profiler, tout savoir sur un inconnu, est-ce possible? Alors qu'est-ce que c'est un profiler? C'est comme dans les films que vous voyez à grand succès à la télé ou au cinéma. Nadine Touzeau est profileuse. Et non seulement elle est profileuse, mais elle fait partie des 3 meilleures profileuses au monde. On en parlera un peu plus tard. Elle a écrit un livre ici, je vous le mets dans les liens si vous êtes intéressé, Net Profiling. Et moi, pour mon émission, vous savez, avec mon esprit cartésien, quand je l'avais fait avec Nadine, je dis, attends, c'est pas possible qu'elle me raconte tout savoir d'un inconnu comme ça, sans savoir. Donc, j'ai pris 4 photos d'amis à moi très, très proches, avec leur autorisation. Je les ai envoyées à Nadine. Et donc, je lui ai envoyé en lui disant, voilà, Madame Touzeau, à l'époque, je la vous voyais, vous allez me dire ce que vous voyez, quoi. Donc, je lui envoie par WhatsApp, et donc, j'envoie une photo, je cherche la deuxième, et j'entends gling. Je dis, pourquoi gling, c'est quoi? Je reçois un message. C'était un message vocal de Nadine Touzeau qui commence à m'expliquer tout de la première photo de mon ami que je lui avais envoyée. Donc, la vitesse m'avait complètement surpris, parce qu'évidemment, il était impossible que Nadine connaisse mes amis proches. Et c'était exactement lui, quoi. Exactement lui. Ainsi de suite. Le deuxième, le troisième, le quatrième. J'en ai profité pour faire sur moi. Et là, j'ai même découvert des choses qui, en y réfléchissant, elle avait totalement raison. Alors, je vous laisse découvrir cette émission. Je la mets dans le descriptif, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment pas du pipotage. Et en plus, Nadine a participé à l'automne dernier. C'était la seule Française présente à une vidéoconférence avec Edward Snowden. Alors Nadine, est-ce que tu peux te présenter à mes auditeurs? Oui, succinctement. Donc, en effet, je suis profiler, mais pas comme à la télévision. Ah. Les seules séries dans lesquelles que je valide, qui sont donc la naissance du profilage avec Mindhunter, qui est sur Netflix de mémoire. Ça aussi, j'ai fait une émission avec le criminologue Christophe Naudin pour une autre chaîne. Nous avons les tout débuts d'Esprit criminel où il y avait des affaires qui étaient des véritables affaires d'ailleurs à l'origine. Et Lie to Me, je dirais, parce que Lie to Me, c'est Paul Ekman qui est le consultant, même si c'est truffé d'erreurs, notamment déjà dans la bande-annonce. Mais c'est notre façon de travailler. Là, je me sens beaucoup plus proche avec cette façon-là de travailler. Et en effet, j'ai cette particularité mondiale reconnue depuis quelques années, c'est que je profile sur image.
Et comme tu l'as testé, comme tu l'as très bien décrit, on n'oubliera pas ce moment-là. Voilà. Ensuite, j'ai voulu profiler dans l'espace virtuel. Et avec mes gros sabots, je suis arrivée en me disant coucou, je peux profiler sur image, donc je vais pouvoir faire pareil dans l'espace virtuel. Et ben, je me suis vautrée. Et je me suis vautrée plusieurs fois. Donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi je me suis complètement plantée. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ce n'était pas des bons résultats, parce que moi, je valide des résultats à 90% minimum. Et là, j'étais plutôt 50, 60, c'était pas top, top. Donc, j'ai cherché à comprendre déjà quel était l'espace virtuel, comment ça fonctionnait, etc., etc. En fait, vraiment découvrir cet espace-là et pas faire l'erreur en fait que tout le monde a fait de ne pas découvrir l'espace avant de pratiquer son métier. Tous les titres que j'ai, on me les a donnés. Hein. Je ne les ai pas. Certaines personnes, par jalousie, ont préféré dire que je me les suis octroyés, non pas du tout. Donc, j'ai rencontré les gens de Interpol il y a quelques années, je ne sais plus trop quand, qui m'ont dit que j'étais du net profilage. Bon, ok, donc vous êtes net profiler, ok, bon, bah, merci. Je vais faire quoi avec ça maintenant? Donc j'ai continué à travailler, à apprendre, à découvrir, etc., etc. Et eh bien, je suis devenue chercheur en comportement des cybercriminels. Je fais des conférences scientifiques internationales. La prochaine est à Montréal, mais en virtuel. Donc pour le coup, à cause donc, de ce qui se passe actuellement, donc elle est au mois d'octobre. On peut s'inscrire d'ailleurs dessus. Je crois qu'elle est payante. Et donc la dernière, c'était pour l'Amérique du Sud, à Mexico, que j'ai faite. Et je présente souvent certaines de mes théories scientifiques. Donc j'ai fait beaucoup de théories scientifiques sur le comportement des cybercriminels. Là aussi, j'ai un leadership unique au monde en termes scientifiques. Et j'ai développé donc beaucoup de théories. J'en ai révélé que 5 pour le moment. Mais aussi des questionnements. Par exemple, la remise de la notion, en question de la notion du temps dans le virtuel. Et il y a des chercheurs qui travaillent dessus. Donc, je suis contente parce que quelque part, ça produit d'autres travaux, ça émule, etc. Donc, c'est sympa. Maintenant, il faut encore développer. Il ne faut pas non plus que ce soit que moi. Et il manque un peu de monde et de façon à pouvoir encore mieux découvrir cet espace qui est complètement vierge. Hein. On ne sait rien. On sait rien. D'ailleurs, dans nos métiers, on ne sait rien du tout. Il y a pas de... Enfin, moi, je ne me considère pas comme un expert ou quoi que ce soit. J'apprends, c'est tout. J'apprends tous les jours. Je ne sais rien. Alors, je suis aussi en effet auteur de livres scientifiques ou semi-scientifiques comme celui que tu as présenté, donc Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels, de publications scientifiques aussi, dont 9 en une année à partir de novembre 2017. J'en ai publié 9, je ne suis pas docteur. Je ne peux pas être jugée partie, faire un doctorat sur des textes existants, c'est le principe, sauf que ben, moi, je les ai écrits moi-même, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, on est en France, on voit l'effet Raoult, on voit... Il a révélé au monde entier comment les scientifiques étaient traités en France pour certains. Et merci, professeur Raoult, pour ce faire. Et là, j'écris un nouveau livre qui va sortir pour l'année prochaine. Voilà, voilà, à peu près ma présentation. Donc, je forme, je conseille, je fais du coaching également. Et alors, dans ton métier, il y a un classement, parce qu'évidemment, comme professeur Raoult, il y a un classement pour les infectiologues. Il est numéro 1 au monde, mais en France, on n'écoute pas trop. Vous avez aussi un... Certains. Nous, on l'écoute. C'est vrai. Et vous avez aussi un classement. Oui, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, par la base. Et en fait, on a un classement international. Et donc, on m'a dit que je faisais partie du top 3. Donc, je suis très honorée d'avoir travaillé très, très dur et d'en être arrivée là. Et alors, ça me fait plaisir. À côté de moi, il semblerait qu'il y ait un Américain et un Israélien. L'Israël est très bon en sciences du comportement. Les Américains, forcément, c'est né là-bas. Maintenant qu'il y a une petite Française avec tout le retard que nous avons en sciences du comportement, c'est encore plus sympa. Ben, c'est pas pour rien que tu étais la seule Française invitée au show de Snowden en automne dernier. Oui, c'était plus sur la partie cybercriminalité, mais en effet sur le net profiling, exact. Je suis en contact avec Paul. Ouais, on va refaire ça. Et donc, tu es une spécialiste du comportement, tu es une spécialiste des pervers narcissiques, tu es une spécialiste des psychopathes machiavéliques. Je pense que voilà. Donc, tu discutes avec un pervers narcissique, psychopathe machiavélique. Ah bon? Bon, ben là, je te confirme que non. J'ai fait ton profil quand même, tu me l'as demandé. Donc, non, je confirme que non. Je ne signerai pas. Là. Si on me demande quelque chose là-dessus, non, je suis désolée. Je ne vais pas raconter des histoires. Je sais qu'on aime bien raconter des histoires, notamment en France, mais là, non. Spécialiste, je te l'ai dit, hein, j'aime pas ce mot-là, expert, spécialiste, j'aime pas ce mot-là. On apprend toujours, l'humain est complexe, est riche.
Et c'est vrai que c'est un sujet que je connais très très bien parce que déjà dans ma famille, il y a ce qu'on appelle nous des manipulateurs en fait dans notre langage, mais non des pervers narcissiques. Parce qu'en réalité, c'est presque un pléonasme. Un pervers a forcément une partie narcissique en lui et forcément va faire du mal quelque part. Enfin, le pervers, c'est cette notion dans une conduite déviante dans un but de vraiment nuire à autrui et se nuire à lui-même, et ça, il ne le sait pas, en tout cas rarement parce qu'il ne voit pas le mal qu'il fait, pour lui c'est normal, c'est dans son comportement, etc. Et le côté narcissique, même, c'est le côté, on va dire, tomber amoureux de son reflet. Donc forcément, c'est aussi faire du mal, c'est parce que si on tombe amoureux de son reflet, sommes-nous assez objectifs par rapport à notre reflet et par rapport à autrui, sommes-nous objectifs vis-à-vis des personnes que nous avons en face de nous, bien évidemment. Donc, dans notre jargon à nous, on parle plus de manipulateurs, en fait. Alors, pour revenir sur le sujet, donc j'en ai dans ma propre famille, tristement. Je dirais qui n'en a pas. Ensuite, j'ai énormément de clients en coaching et depuis 20 ans qui sont victimes de ce qu'on appelle donc des manipulateurs, parce que dans le monde de l'entreprise, c'est extrêmement récurrent. Et à titre privé, j'ai aussi eu quelques soucis et déboires à ce niveau-là, parce que maintenant, j'ai décidé de mettre le filtre profiler avant qu'on rentre dans ma vie privée. Je ne voulais pas avant, mais je vais être obligée parce qu'on est une société très complexe aujourd'hui. Et puis, les choses évoluent, font qu'il vaut mieux se protéger encore plus. Et enfin, la presse. La presse fait beaucoup partie des manipulateurs. Et nous pourrions en parler. Et je suis aussi victime de ce sujet-là. Donc, je pense que j'ai un panel qui est quand même assez large pour pouvoir parler du sujet, en effet. Et cette presse m'a fait bondir moi-même. Quand j'ai vu ça, je t'avoue que là, j'avais les cheveux qui se hérissaient sur la tête en me disant, ah, d'accord, ça, c'est pas mal. On ne porte pas de masque, donc nous sommes machiavéliques, des psychopathes, j'ai lu, pervers, narcissiques. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ouais, non, c'est ça. C'est les 4, je crois qu'ils ont dit. C'est les 4 mots qu'ils ont dit, en effet. Alors là, c'est quand même un peu fort. Bon, je vais quand même réexpliquer un petit peu comment nous, on imagine dans notre métier. On ne parle pas de pervers narcissique parce que c'est franchement un pléonasme, mais ça cloisonne trop. Donc ça, c'est le monde psychologique qui a tendance à cloisonner. Je réitère que dans le profilage, si on a par exemple un schizophrène devant nous, on ne va pas dire que c'est un schizophrène. On va développer les caractéristiques, mais pas forcément toutes les caractéristiques, de façon, encore une fois, à ne pas rentrer dans l'entonnoir de la personne, rester le plus neutre et large possible, ce qui est obligatoire dans notre métier, pour ne pas influencer. Et quelle que soit la décision, les gens qui travaillent dessus, chacun ait bien les caractéristiques. C'est pour ça qu'on détaille les profils, comme tu as reçu les messages me concernant, et il faut trouver les mots les plus justes possibles, parce que là aussi, il peut y avoir un problème d'interprétation. Donc, les méthodes sur lesquelles je me rapproche le plus, elles sont tout simplement américaines. C'est qu'on cloisonne, enfin, on cloisonne, c'est pas le mot exact, on considère qu'il y a 3 formes de manipulateurs. Il y a le manipulateur tout simple, le manipulateur à déviance perverse, et le manipulateur à déviance perverse et déviance sexuelle, 3 degrés. Donc, le premier manipulateur, c'est quoi? La frontière est très simple, en fait, pour devenir manipulateur. T'imagines, toi, tu as une fille, et les enfants aussi, quand ils étaient petits, je pense notamment à mon fils, les fleurs toutes fraîches que je venais de faire pousser dans le jardin, maman, il m'a amené un bouquet. Bon, je ne pouvais pas... Merci, mon chéri. Voilà. Mais c'est une forme de manipulation, de séduction. Maman, regarde, je t'ai cueilli des fleurs. C'est tout petit, c'est tout petit, ça démarre un peu comme ça en fait. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui font ça vont devenir des manipulateurs. Non, 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 attention, je préviens parce que je me méfie de ce qu'on peut détourner comme propos des contextes aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le cas. Mais ça commence comme ça. Ça peut être aussi la petite fille qui va jouer du charme auprès de son papa pour avoir, je ne sais pas moi, un bonbon, une sortie, une paire de chaussures qu'elle a craqué dessus, qu'importe. Donc c'est une forme de manipulation, mais qui est plus dans la séduction. Et après, si on évolue, ça va être dans le couple, par exemple. Chérie, j'ai envie de porter cette robe rouge, je la trouve magnifique et tout, comment tu me trouves avec? Et l'époux, qui n'a peut-être pas envie de dire que ce n'est pas la robe la plus sexy qu'elle puisse porter. C'est joli, ma chérie, tu peux peut-être essayer la bleue, mais ah non, mais tu ne trouves pas que la rouge? Oui, oui, la rouge, finalement, est très bien. Voilà, c'est une forme de manipulation, là encore, et on n'est pas dans de la perversion en soi, on manipule dans le sens où, pour avoir la paix, on va dire que c'est la rouge, ou parce que ça lui fait tellement plaisir de porter la rouge, eh bien, ce sera la rouge, par amour, pour tout un ensemble de choses qui fait que
on a une petite forme de manipulation. Moi, j'appellerais ça plus dans une notion de séduction ou d'avoir la paix, comme je disais tout à l'heure, des petits mensonges. Ça fait aussi partie des petits mensonges, puisque les manipulateurs sont des gros menteurs. Donc, c'est une forme de mensonge. Donc, tout ça sont des petites choses qui, je dirais pas des prémices, mais qui peuvent s'alimenter comme le caprice. Le caprice va plus tendre à faire devenir quelqu'un manipulateur. Encore une fois, pas tous les gens capricieux. Mais là, parce que le jeu va dire que si ça marche, j'obtiens ce que je veux par caprice, pourquoi ne pas continuer? Et à force de continuer, c'est le rouage. Et c'est là où la frontière est très mince. C'est-à-dire qu'un manipulateur est considéré comme manipulateur à partir du moment où il jouit du mal qu'il fait à autrui. C'est pour ça que la frontière, elle est mince. Elle est très, très mince. J'ai tendance à dire aux personnes que je forme sur ces sujets-là ou que je coach même, comme si on prend la tête de quelqu'un, on la met dans l'eau, et puis on se débat. Parce qu'on étouffe, forcément. Alors, au bout d'un moment, la personne va ressortir la tête. C'est quoi le problème? Tu vois pas, tu m'as mis la tête dans l'eau, je suis en train d'étouffer. Mais non, c'est rien, c'était un jeu. Et on va recommencer, on va voir, tu vas peut-être tenir 1 minute et demie cette fois-ci. Et hop, et ainsi de suite. C'est un peu grossier comme schéma, mais c'est un schéma qui est assez classique du manipulateur. C'est prendre plaisir à faire du mal, considérer qu'il ne fait pas vraiment du mal, parce que souvent, il n'en a pas conscience de ce mal qu'il pourrait faire. Et d'en jouir, il n'y a pas d'autre mot, d'en jouir, mais en faisant croire à l'autre que mais non, tout va bien, tout se passe bien. Mais de quoi tu parles? Mais tu spécules, tu affabules, qu'est-ce que j'ai pu entendre comme mot? Tu psychotes, c'est n'importe quoi, tu extrapoles. Je suis en train d'étouffer. Non, non, tu n'étouffes pas du tout. Tu respires mal sous l'eau. Tu ne sais pas bien respirer sous l'eau. Voilà, c'est ça. C'est là, cette frontière-là est vraiment très mince. Parce que faire du mal, ça peut commencer à dire j'adore donner des tapes et je te donne une tape sur la joue. Ça peut commencer sur les animaux. C'est je vais frapper un animal et je le vois courir et s'effrayer, etc. Bah tiens, je vais recommencer parce que je trouve ça drôle. Et mais non, il a pas mal. Si, tu as tapé l'animal. Non, non, il a pas mal. Bah si, tu vois bien, l'animal finit par crier et ainsi de suite. Et c'est pareil sur les gens. Des enfants, c'est des gestes assez récurrents ou des mots assez récurrents, des attitudes assez récurrentes et qui vont monter en puissance comme ça. La perversion après, c'est quand on sait, on est conscient que ça peut faire mal, mais qu'on en prend une autre puissance et une autre jouissance, où là, on va rentrer plus dans les coups verbaux et les coups physiques, pour vraiment, vraiment faire mal à cette personne, mais on sait que ça nous fait du bien. Façon de parler, parce que je ne vois pas en quoi ça peut faire du bien de faire du mal à autrui. C'est quelque chose que je ne peux bien évidemment pas comprendre comme beaucoup de gens, mais on sait que ça fait du bien. Donc, on va considérer que il y a longtemps que je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, là, je lui mets vraiment la tête sous l'eau, puis en plus, je vais mettre le genou dessus, tant qu'à faire. Puis je vais attendre que ça ne bouge plus. Puis quand ça ne bougera plus, comme ça résiste ou que ça ne bouge plus, je vais quand même regarder si ça respire encore. Parce que le jeu ne m'amuse plus dans la mesure où ça ne bouge plus. Il m'amuse quand ça bouge, quand ça se débat, quand ça frite un petit peu. Et la déviance sexuelle, c'est comme indique son nom, c'est qu'il va y avoir des déviances sexuelles qui peuvent provoquer, d'ailleurs, ça peut faire des serial violeurs, voire des serial killers qui tuent avec comment on appelle ça, je cherche mes mots, où il va y avoir des atteintes sexuelles sur leurs victimes, avec un mode opératoire relativement identique qui peut évoluer, mais où on sent que les victimes peuvent avoir des pathologies, enfin pas des pathologies, je cherche mon mot, mais en fait qui subissent des violences sexuelles. Donc voilà comment ça explique à peu près ce système-là. Et alors, l'autre sujet sur lequel on peut s'appuyer pour bien comprendre aussi ces manipulateurs, c'est le fameux triangle de Karpman, qui est très connu et qui est souvent dévié, d'ailleurs en France, je l'ai vu à plusieurs reprises, ou le triangle dramatique. Donc c'est Karpman qui a inventé ça. C'est très simple, il y a 3 pôles. Il y a le pôle victime, le pôle persécuteur et le pôle sauveur. Et en fait, le manipulateur joue forcément un de ces pôles, mais va faire jouer à l'autre un des rôles. Et l'idéal, c'est quand il y a une personne qui passe au milieu, quand il y a un couple. Parce qu'il faut savoir qu'un manipulateur, il a besoin d'être admiré. Côté narcissique, je reviens sur le côté narcissique. Il a besoin d'être admiré. Donc, il lui faut une autre personne qui va valoriser ce qu'il fait. Tu vois, celui-là, c'est un imbécile, c'est un abruti. Je vais le détruire, celui-là. Je vais m'occuper de son cas et tu vas voir, je vais le rabaisser. C'est qu'un sale idiot. Enfin, tous les noms d'oiseaux qu'on peut sortir, etc.
Et il va y avoir une personne à côté qui sera plutôt quelqu'un d'assez, comment dire, effacé, qui aura rarement beaucoup de caractère, mais qui aura suffisamment de culture, d'intelligence et d'attrait au manipulateur pour qu'il rentre dans sa vie. Parce qu'en fait, le manipulateur a besoin de quelqu'un de plus fort de lui dans certains domaines pour le rabaisser de façon à lui s'augmenter en rabaissant cette personne-là. Donc du coup, c'est souvent des gens plus forts qu'eux, mais en caractère, ils vont pouvoir les brimer, les briser même. Ils peuvent briser ces gens-là en termes de caractère. On va retrouver un peu des syndromes parfois similaires sur certaines victimes, des femmes battues. Tu vois. Et donc, ils vont rabaisser au maximum ces personnes-là, mais ils vont les admirer. Ils vont les admirer en les rabaissant. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on va dire « Ah non, c'est quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un de ceci, c'est quelqu'un de cela ». Mais à la maison, c'est de la maltraitance, à outrance. Et ces gens ne pourront rien faire sans cette personne-là, en fait. Donc parfois, il faut une tierce personne qui traverse, en gros, ce triangle de Karpman pour alimenter ce jeu des trois pôles. C'est vraiment extrêmement pervers. Extrêmement pervers. Là, on est sur plutôt le deuxième niveau, hein, le manipulateur pervers. Donc nous, on préfère parler de cela, d'autant qu'aux États-Unis, c'est considéré comme une pathologie psychiatrique et que ça n'est pas du tout traité comme en France, c'est considéré comme quelque chose de très grave. Et même en justice, ce n'est pas du tout traité de la même manière. Les harcèlements, il y a beaucoup de manipulateurs derrière. Et le burn-out, des choses comme ça. Or, le burn-out n'est même pas reconnu, d'après ce que je sais, puisque c'est une de mes clientes par son avocat qui me l'a dit dernièrement, que c'est toujours pas reconnu juridiquement. J'étais étonnée. Alors que ça fait des années qu'on essaie de faire entrer ça à ce niveau-là, et ça en fait partie. Donc, il y a énormément de manipulateurs dans notre entourage. Il y a plusieurs degrés de manipulation. Et ces degrés de manipulation, il faut essayer de les déceler. Essayez de ne pas les appeler PN, pervers narcissique, parce que là, déjà, vous cloisonnez et du coup, vous ne détectez pas facilement les caractéristiques et les comportements de ces personnes pour pouvoir vous en protéger. Voilà, en gros, comment je résumerais cet environnement de ce qu'on appelle en France les PN. Mais il y en a beaucoup quand même. Hein. Il y en a beaucoup sans le savoir, parce que moi, j'habite un petit village. L'année dernière, une personne a été enterrée, hélas, une femme, puisque son mari était un pervers narcissique. Moi, ce qui me choquait, c'est que tous ses amis étaient au courant, quoi, hein, et que personne n'a rien fait. Et ensuite, il les pousse tellement qu'elle en arrivait au suicide, alors qu'elle avait des enfants. Quoi, hein. C'est exactement ça. C'est vraiment destructeur dans tous les sens du terme. Alors, c'est le suicide, mais c'est aussi, quand je parle de briser, donc il y a le suicide qui est inclus, mais aussi psychologiquement, c'est des gens qui n'arrivent pas à se reconstruire facilement. J'en ai beaucoup en coaching. Hein. Donc, on y arrive, parce que mes méthodes font que le profilage aide énormément en coaching. Donc, forcément, c'est plus rapide et ça marche bien. Mais il faut du temps, il faut beaucoup de temps. Les psys n'y arrivent pas, puisque souvent, les clients que j'ai, ils sont aussi accompagnés par des psys, psycho ou psychiatres. Hein. Et eux n'y arrivent pas. Hein. Ils n'ont pas ces méthodes-là, ils n'ont pas ces trucs-là. Mais c'est gravissime, ça brise, ça enlève la confiance, ça atrophie le développement de la personne dans tous les sens du terme. Les enfants, alors en plus, ils vont faire en sorte de nettoyer tout l'entourage. Ah non, non, je veux plus que tu voies un tel, je veux pas que tu sortes là, je veux pas que tu fasses ceci. Tu as parlé à qui là? Ils sont extrêmement jaloux, possessifs. Ils se croient les cadors les plus beaux du monde. Vous les entendez dire, je serai président de la République. Enfin, je parle de cas réel. Hein. C'est du vécu tout ce que je vous dis. Hein. Bon, moi, je joue hein, de ce genre de choses-là parce que moi, je les attire. En fait, on a des profils qui les attirent. Donc, quand on vous dit manipulateur, fuyez, ben, pas forcément. Il faut les fuir quand vous les avez dans la vie, mais en fait, il faut s'en nettoyer. Il faut se nettoyer de ce qu'on a reçu de ces gens-là, mais en plus, apprendre à s'en protéger. C'est parce qu'on va toujours en attirer d'autres. Ça veut dire qu'on va reproduire encore les schémas sans vouloir. Donc, ça ne servira à rien de fuir parce que forcément, il y en a d'autres qui rentreront à nouveau dans la vie. Et c'est hallucinant de voir tout le potentiel de verbiage qu'ils ont pour se valoriser, pour se mettre en avant, pour nous attirer dans leur filet aussi. Parce qu'au début, c'est le meilleur ami du monde. On a envie de l'avoir à tous les apéros, toutes les fêtes qu'on fait, parce qu'on est super top, le gars, et puis il connaît tout le monde, il sait tout. Quand vous les écoutez, c'est un roman, c'est un vrai roman. Mais dans les faits réels, c'est pas vraiment ça. Quand tu dis ça sert à rien de s'en débarrasser, parce qu'il y en a d'autres qui reviennent, ça veut dire que ces manipulateurs, ils ont un profil type de proie?
Alors, je reviens sur le propos, c'est pas qu'il faut pas, s'il faut s'en débarrasser, mais il faut s'en débarrasser en se nettoyant soi, en se nettoyant par rapport à ce qu'on a subi de ces manipulateurs, mais aussi de bien connaître qui on est et comment s'en protéger en les détectant déjà et en mettant parfois quelques filtres. Ce qui n'est pas forcément nécessaire, c'est plutôt de les détecter et de savoir exactement comment faire. C'est du pur comportemental. Donc ça, je forme aussi là-dessus. Après, des profils types, ben justement non. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'il y a un profil type. Moi, j'ai lu des trucs dans la presse. Alors, c'est pareil quand on rentre dans les arcs-en-ciel. Je ne sais pas si tu connais le truc arc-en-ciel, tu es tout, soit rouge, soit bleu, soit jaune, soit vert. C'est le meilleur moyen justement d'attirer des manipulateurs en faisant ça. Non, on n'est pas des couleurs, on n'est pas des. C'est faux, c'est absolument faux ces choses-là. C'est de l'esbrouf pour faire du business et faire croire qu'on apporte des choses dans le monde de l'entreprise, alors qu'en fait, on manipule encore plus, justement, les gens dans l'entreprise en disant « Toi, tu es jaune, hein, alors tu ne vas pas faire ça. Hein. » Non, c'est horrible, c'est monstrueux. Ça, c'est d'une forme de manipulation. Donc, il y a plein de formes de manipulation et il y a des gens qu'on va tendre à faire manipuler autrui inconsciemment, dont la presse. La presse est parfois obligée de publier certaines choses parce qu'on les oblige à, donc ils deviennent manipulateurs sans le vouloir. Il y a des très bons journalistes qui n'en peuvent plus. Et puis il y en a d'autres, par contre, ça leur convient parfaitement. Et bien dans le monde de l'entreprise, c'est exactement pareil. Il y a, on va dire à tel manager, bon, celui-là, il ne me plaît pas, tu vas le driver comme ça, celui-ci, il n'a pas assez de résultats, tu vas le faire comme ça. Donc, et ainsi de suite. Et l'autre, il a une telle pression sur les épaules, surtout les middle management. Du coup, à un moment donné, il se retrouve à devoir manipuler sans vouloir manipuler. Et ça va être les premiers à finir en burn-out. Hein. Donc, on est vraiment dans un système qui favorise cela. Donc, il n'y a pas de profil type, mais par contre, on peut les détecter. Il y a certains signes qui font qu'on peut considérer que ça c'est un manipulateur. Les signes sont très simples, c'est surtout dans la notion du mensonge et de la valorisation. Ils ont tendance à se surévaluer, à connaître énormément de monde, extrêmement sympathiques. Ils vont s'accrocher à vous tant qu'ils ne vous ont pas, entre guillemets, sucé tout ce que vous obtenez. Et quand je dis bien le mot sucer, c'est des vrais sangsues. C'est-à-dire votre savoir-faire éventuellement, votre carnet d'adresse, où vous habitez, pouvoir dire j'y étais, je m'assins, etc. Enfin, surtout les gens connus, faut être très, ils vont en plus essayer d'atteindre les gens les plus connus. Donc nous sommes des cibles, toi et moi par exemple, et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on se comporte pas comme des gens connus. Et donc on veut rester normal entre guillemets. Enfin, j'aime pas le mot normal, mais on veut rester comme on est, tout simplement. Et ils vont s'attacher à dire oh, je connais Silvano Trotta, oui, je connais Silvano. Bah ouais, attends, j'étais chez lui et tout, c'était même pas vrai. Il suffit simplement que vous répondez à un message ou à un tweet ou tu as eu quelqu'un au téléphone vite fait et tu as reçu une livraison chez toi et paf, ça y est, c'est parti. Si c'est un manipulateur, alors là, et là pour s'en défaire, bon, il y a des techniques, mais ça, c'est des signes déjà. Alors ensuite, ils ont eu 150 vies. Alors, il y a vraiment des gens qui ont eu 150 vies. Ça, c'est vrai. Il y en a, je fais partie de ces gens qui ont eu beaucoup de vies en une. Mais eux, par contre, ont tendance à vraiment exagérer les choses et transposer les vies des autres sur la leur. Donc, on voit tout de suite, donc pour nous, dans notre métier, on voit tout de suite les signes de mensonge, forcément. Mais il suffit d'avoir un questionnement adapté pour se rendre compte à un moment donné que ça ne tient pas forcément la route. Il suffit de réfléchir et d'avoir ces éléments-là. Ils vont vous valoriser au tout début, vous flatter, vous séduire, vous draguer. Il n'y a pas d'autre mot. Même s'ils ne sont pas homosexuels, ils peuvent aussi, si c'est un homme, peut draguer un homme. Vous êtes, oh, c'est top ce que tu as fait, c'est génial. Attends, je vais t'apporter ça, tu vas voir. Moi, je connais un tel. Mais arrête avec ça, on va faire ça, tu vas voir, tu gagner de l'argent. Souvent attirés, il y a beaucoup d'attrait de l'argent. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'amour en eux. Ils ont énormément d'ego et très peu d'amour en eux. Mais ce sont aussi des peureux. Et c'est là où je ne peux pas. C'est là où j'ai bondi quand j'ai eu la presse, parce qu'un peureux face au Covid-19, il fait quoi? Eh oui, il met son masque. Simplement, le narcissique aura tendance à avoir un masque qui représente son image, donc il évitera le masque chirurgical. C'est tout. Donc ça ne peut absolument pas marcher, ce que dit la presse. Et moi non plus, je n'ai pas trouvé ces écrits des scientifiques polonais qui sont du reste pas très bien placés en sciences du comportement, hein, pas plus qu'en France. Donc là, j'ai dit, là, je ne peux pas croire à cela. Je ne peux pas y croire. Et j'ai lu dans l'article que ce serait un panel de 1000 personnes entre 18 et 80 ans. Donc, imagine déjà le spectre du panel sur l'un et l'autre 200, on va dire 300. Je n'ai plus le chiffre exact.
toujours ce même… Et toujours en Pologne. Moi, j'ai une question aux Polonais. Je connais des Polonais, hein. Donc pardonnez-moi mes amis polonais, parce que je sais que vous allez rigoler, vous me connaissez, ça va bien se passer. Vous avez beaucoup de psychopathes chez vous ou quoi? Vous en produisez à l'appel ou quoi là? Parce que quand on sait qu'il y a en moyenne entre 2 et 3% de psychopathes, c'est ça, hein, le mot qu'ils ont dit, hein, c'est bien ce qu'ils ont dit. Hein. C'est ça. Là, il faut m'expliquer, là, faut m'expliquer quelque chose qui ne va pas. Alors, je sais qu'on a beaucoup de manipulateurs. Bon, je prends mon mot, hein, manipulateur pervers. Indéviance sexuelle, là, c'est déjà beaucoup plus rare. C'est vrai qu'on en a beaucoup, mais là, quand même, sur un panel de 1000 personnes, sur un panel de 300 personnes, non, mais il faut arrêter la folie, là. Là, moi, scientifiquement, je suis scientifique aujourd'hui. Mes travaux de recherche font partie des neurosciences, du comportemental et du forensic. Donc, je précise pour ceux qui ne connaissent pas le forensic, ça fait partie tout simplement de ce que vous voyez dans les séries télévisées quand on arrive avec la petite manette, la manette pour prendre les ADN, les traces de sang, enfin, tous les trucs techniques. Donc, le comportemental est aussi dans le forensic. Donc, voilà. Je suis dans ces 3 univers-là. Donc, même en neurosciences, enfin, je suis désolée, je ne peux pas valider, je ne peux vraiment pas valider une chose pareille. Comment peut-on écrire une chose pareille et faire croire aux Français que ceux qui ne portent pas le masque, ce sont des pervers, des narcissiques, des manipulateurs, des psychopathes? J'en suis dans ce cas-là, moi aussi, mais moi, je ne respire pas dans un masque. Et puis, de toute façon, ce Covid-19 est une supercherie monumentale. J'ai une question à poser à tous ces gens qui font croire qu'une deuxième vague va revenir. Comment se fait-il, alors que notre corps est capable de faire de l'immunité, que depuis, il est censé être arrivé en décembre l'année dernière, ce virus en France, il arrive encore à vivre toujours, là nous sommes bientôt au mois d'août, il est toujours en vie ce garçon-là, et puis il va même revenir encore plus fort. Cette souche qui aurait 4 souches chimiques en plus. Moi je vis en Bretagne, il y a énormément de vent. Je voudrais qu'on m'explique comment c'est possible. Je voudrais qu'on m'explique qu'un seul scientifique me prouve que le virus peut encore vivre aussi longtemps et en plus il a une deuxième, il va revenir. Parce que là, il est en train de dormir, il est sur la plage, il fait dodo là, et il va revenir. Mais soyons logiques, soyons lucides, à un moment donné, il faut arrêter d'être stupide. Arrêtons de lobotomiser les esprits. Arrêtons, s'il vous plaît, de manipuler les gens. Ça, c'est de la manipulation, pure et dure. Et on a tous les critères. Mensonge, raconter n'importe quoi, un coup blanc, un coup noir, un coup vert, un coup violet, encensé, diminuer. Oui, Raoult est bien. Ah non, il n'est pas bien, puisqu'on va reprendre notre ami Raoult. La chloroquine, c'est ah ben non, finalement, c'est pas cela. On ne sait plus où on en est du reste aujourd'hui. Moi, je sais une chose, c'est que c'est un homme très bien. Et on nous manipule. Ça, c'est de la manipulation. Et tu penses que le but de cet article, c'est quoi? C'est de monter une partie des Français contre les autres? Je pense que c'est dans la continuité de monter les gens contre les autres. C'est une continuité parce que la démarche, elle ne date pas du Covid-19, elle date depuis très longtemps. Et moi, je veux dire, c'est la télévision qui a créé ça, en fait, quelque part. Au début, c'était pour informer, pour distraire, pour échanger, pour partager, pour tout ce que l'on veut. Et puis après, on a eu des tas d'émissions ridicules et stupides dont ça amusait tout le monde de voir des voisins qui se tapaient sur la tête à la télévision. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Ce qu'on appelle des télé-réalités. Moi, je ne regarde pas ces choses-là, mais parfois, j'en entends parler ou je tombe en zappant si j'allume la télé sur un truc comme ça. Alors, je regarde parce que dans mon métier, je suis toujours intéressée de découvrir. Mais c'est d'un ridicule épouvantable et ça manipule les esprits, ça les oriente jusqu'à leur autoriser chez certains esprits à dire bah, pourquoi pas, je ne ferai pas pareil avec mon voisin. Et c'est ça, en fait, le truc. Donc, on a tellement lobotomisé les esprits. Et ça fait partie de mes travaux de recherche, qui, du reste, mes réflexions sont partagées par beaucoup d'autres scientifiques, que cette télévision a bien orienté, manipulé et lobotomisé les esprits, et Internet n'est qu'un vecteur. Ce pourquoi, du reste, aujourd'hui, en France, nous n'avons plus accès à un ensemble d'informations et d'éléments. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trouvé les travaux de recherche des Polonais, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça, hein, ça fait peut-être partie de ce qui a été bloqué. Alors que de l'autre côté, on va prendre ton image, ton nom, et on va te foutre du jour au lendemain dans la presse avec toute une histoire complètement stupide, ce qui m'est arrivé moi en 2013. La seule de l'équipe qui a pris, c'est moi, par un avocat, sans preuve, et on te fait toute une histoire, et puis tu as des abrutis, et je vais dire vraiment le mot comme ça, et pardonnez-moi d'être dur, et je n'ai pas le droit de parler comme ça, mais je vais le dire, qui y ont cru, comme à d'autres messages,
Bon, quand j'ai voulu me défendre, j'ai été manipulée, entre guillemets, puisque j'ai reçu un gentil coup de fil où on m'a dit que si je voulais continuer à me défendre, il fallait que je me rappelle que j'avais 2 beaux enfants. Alors, j'ai préféré que les gens croient la presse telle qu'elle est, même si même le procureur a requis la relaxe, que je n'ai pas fait l'objet d'une garde à vue ni d'une enquête et qu'il n'y a aucune preuve. J'ai préféré que l'avocat qui m'a attaqué, il suffit d'enquêter sur cet avocat-là pour se rendre compte déjà de qui il est, et laisser les algorithmes faire leur travail dans la presse aussi, puisque on utilise beaucoup des algorithmes pour laisser en tête certains articles, hein, donc il faut le savoir. J'ai préféré laisser cette manipulation faire comme ça, et j'en parle maintenant aujourd'hui un peu plus parce que je sais que les vérités sortent et celle-ci sortira aussi, et que mes enfants soient en vie. Et je me fiche pas mal que les gens croient en cette manipulation-là. Et il y en a des tonnes, des tas de gens qui sont victimes de ces manipulations-là. Donc, c'est une amplification, c'est un ensemble de choses qui ont été faites, parce qu'il faut comprendre que dans le marketing, on utilise beaucoup le comportemental. Et c'est du marketing comportemental manipulatoire, pur et dur, pour orienter les gens, pour les lobotomiser dans leur tête, pour leur éviter de réfléchir et surtout créer quelque chose qui marche très très bien, c'est la peur. Et par rapport à ça, donc, ils nous ont aussi traité de psychopathe. Un psychopathe, c'est quoi chez toi? C'est pas une pathologie psy ou psycha, hein, c'est psycho ou psycha, hein, c'est vraiment les troubles du comportement. Alors oui, il y a le côté réfractaire, je veux pas faire ceci, je veux pas suivre les règles. Est-ce que je ne veux pas suivre les règles fait un psychopathe? Pas pour moi, pas dans mon métier. Parce que ne pas suivre les règles, je veux comprendre pourquoi vous ne voulez pas suivre les règles. Alors, je ne veux pas suivre les règles parce que je considère que ça ne correspond pas à ma vie. Très bien. Donc, on rentre dans les détails, c'est-à-dire par rapport à votre vie, quoi. Eh bien, moi, par exemple, je considère dans mon comportement de conduite, à 80 km/h, je m'endors. Ah oui, je comprends. Maintenant, la loi est 80 km/h. Donc, comment vous pouvez faire pour essayer de respecter la loi qu'on vous a imposée en considérant qu'en effet, tout être humain n'est pas fait pour rouler lentement, tout comme la voiture, du reste. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je m'arrange pour détecter les radars. Par exemple, je fais des réponses, j'invente une histoire qui est pas si inventée que ça, du reste. Je pense que ça correspond à certains profils. Voilà. Donc, du coup, est-ce que c'est être un psychopathe que de réagir comme ça? Pas pour moi. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est bien rangé dans des cases en France. Donc, forcément, on va considérer que c'est un psychopathe. C'est pas si dangereux que ça, un psychopathe, en fait. Hein. C'est pas si dangereux que ça. Hein. On en fait toute une histoire. Non, c'est des personnes qui ont tendance à avoir peuvent avoir des excès de comportement, qui peuvent en effet être réfractaires, qui va dire oui, je ne porte pas le masque, je ne veux pas porter le masque. D'accord, vous ne voulez pas porter le masque en tant que psychopathe. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai considéré que j'irais à l'encontre des lois. Donc là, bon, ok, ce n'est pas vraiment une grande excuse. Je pense que le psychopathe est plus intelligent que ça et est capable d'expliquer pourquoi. Je pense. Maintenant, encore une fois, il y a peut-être plusieurs types de psychopathes. Moi, personnellement, dans mon travail, j'ai jamais eu à dire c'est un psychopathe. Je donnais des caractéristiques qui pouvaient ressembler au psychopathe, mais quelqu'un qui est réfractaire et qui va considérer qu'il doit tuer, par exemple, pour moi, ce n'est pas un psychopathe. Là, on va beaucoup plus loin. C'est un meurtrier qui a des tendances de ceci ou de cela et qu'il va falloir stopper. Un psychopathe, on n'a pas besoin de le stopper. Et en plus, de ce que je sais, c'est pas toute une vie qu'on reste psychopathe, j'ai cru comprendre. De ce que j'ai lu, de mes lectures. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, il y a des périodes, et après, on passe à autre chose. Parce que la confrontation de la vie, à mon avis, fait que, bon, écoute, t'es gentil, mais t'as plus de permis, t'es obligé de rouler à 80 km/h, par exemple. Tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal à m'inscrire dans ces choses-là. Et non, pour moi, c'est de la pure manipulation. C'est épouvantable de dire des choses pareilles. Je ne peux pas accepter dans mon métier qu'on lise ça. Et dans ton analyse par rapport maintenant à ce qui se passe dans le monde, tu en déduis quoi? Par exemple, par rapport à Trump aux États-Unis? Bon, alors moi, là, on va parler en comportement. Dans ce cas-là, je vais rester dans mon domaine. Alors déjà, je trouve qu'on vit une époque extraordinaire. On a une chance extraordinaire. Moi, je vais dire franchement, je ne pensais pas qu'on vivrait une telle époque de mon vivant. J'en avais assez de toutes ces dérives, de toute cette corruption, de ces mensonges, des choses que je voyais de droite et de gauche que je considérais inadaptées à l'humain. On atrophie la liberté, on atrophie la compréhension, on va nous traiter de racistes de ceci, on va nous traiter de je ne sais pas quoi, pour reprendre l'actualité.
Alors, pour avoir vécu en Afrique noire, je peux vous garantir que le français est nettement moins raciste que ce que j'ai pu connaître en Afrique noire. Moi, personnellement, j'ai été victime de racisme en Afrique noire, mais je n'étais pas chez moi, donc je me suis tue et je me suis adaptée, point barre. C'est tout. Tu n'es pas chez toi, tu n'es pas chez toi, tu suis les règles du pays où tu es, c'est tout. Et dans les autres pays où je vais pour des missions ou quoi, c'est pareil. Hein, où je vais partout sur Terre, je fais comme on me dit, et puis c'est tout. Alors, des fois, je fais des erreurs parce que je ne suis pas au courant de tout. Mais on m'explique et en général, on me laisse une chance. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. On arrive à discuter. En France, non, on n'est pas un peuple de racistes. On est un peuple plutôt de conservateurs et je dirais de réfractaires à certaines choses. Il y a beaucoup de gens parce qu'on a des campagnes, on a des cultures en fait générationnelles qui font que on aime bien rester dans son confort, comme beaucoup de gens. C'est pas que typiquement français. Et donc, je trouve qu'on vit une époque extraordinaire où les choses vont se basculer. Elles vont changer. Elles ont déjà changé. Mais il y en a, ils n'ont pas encore tout compris. C'est pas grave. Ça va leur faire très, très mal, par contre. Il y en a beaucoup qui vont souffrir terriblement quand ça va se mettre bien en place. Et je pense que c'est pour bientôt. Notamment la pédophilie. Alors, notamment la pédophilie. Alors, tu fais bien de poser cette question parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. Parce que j'ai mis des années à accepter de dire certaines choses, j'ai mis beaucoup d'années et je vais te faire une révélation et ainsi qu'à ton public. J'ai été victime de choses très dures, enfant, très dures, enfant et adolescente. Mais j'arrive pas à en parler encore, donc j'ai 55 ans aujourd'hui, je ne cache pas mon âge, je ne suis pas dans ces genres c'est pas mon truc. Et ça fait à peu près 3-4 ans que j'accepte à pouvoir le dire. Après, j'admire le courage des gens qui sont même capables d'en faire un livre. Je les admire parce qu'ils ont permis à des gens comme moi, justement, de pouvoir déjà mettre des mots sur certaines choses. Et ensuite, à faire avancer les choses. Et une des personnes que j'admire en ce moment, c'est un ami à moi qui s'appelle Morad Elatab, qui combat pour retrouver ses 2 enfants, qui sont dans un circuit malsain. Donc, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Je l'ai aidé dans son combat et je vois que les choses commencent à bien porter leurs fruits et j'en suis bien contente. Et Trump a pris ce cheval de bataille. Au début, je ne comprenais pas trop pourquoi. Je me suis dit, pédophile, on sait très bien, hein, il fallait le faire. Mais après, j'ai compris. Alors, est-ce qu'on peut tout dire? Non, je ne pourrais pas te le dire en caméra. Mais globalement, on va dire il a mis le doigt sur le cœur du cancer. Il y a des tas de ramifications sur un ensemble de choses qui ne sont pas que politiques ni économiques, hein, qui sont aussi dans d'autres univers, mais surtout qui ont des ramifications dans tous les pays. Et là où je m'étonne depuis pas mal de temps, de rester sur mes propres pages Facebook, comment se fait-ce que l'affaire Epstein n'ait pas franchi nos frontières, alors qu'il y a un appartement à Paris, il y a des victimes à Paris qui attendent toujours que les choses se mettent bien en place juridiquement. Et tiens, nous, alors tous les pays autour, ça tombe. Nous, il y a quelques pédophiles. Alors bon, je pense que c'est celui qui a moins écouté, où il fallait s'en débarrasser, donc on va le faire tomber celui-là, mais on ne va pas parler du réseau qu'il y a derrière. Alors que je regrette, d'après les informations que Morad a transmises, et je pense qu'il a raison parce que je lui fais confiance, je sais d'où viennent ses sources, ou en tout cas certaines de ses sources, je pense ce qu'il a raison quand il dit que la France est un nid de pédophiles. Quand on voit le nombre d'enfants qui disparaissent, c'est le peu qu'on retrouve. C'est quand même étonnant tout ça. C'est quand même étonnant. Quand on sait qu'on est un des pays où il y a le plus fort taux de cold case, donc les affaires mal classées ou non classées. C'est quand même étonnant tout ça. Quand on sait le nombre de bonnes personnes, des gens droits, qui travaillent très bien, qu'on va faire passer pour des escrocs, comme moi, et je ne sais quoi d'autre et je m'en fous, parce que moi je sais qui je suis et les gens qui me connaissent savent qui je suis. Pour des menteurs, on va leur mettre des fausses affaires sur le dos, ou alors on va prendre un tout petit bout d'un truc et on va en faire toute une histoire qui va cacher la forêt. En fait, c'est l'arbre qui va cacher la forêt. Alors que la forêt, elle est plus gangrénée encore que la personne qui a été attaquée. C'est impressionnant. Quand tu vois ça, tu te dis, mais dans quel monde on vit? Moi qui ne considère la vie que j'ai dit dans la plupart de mes messages que je mets, qui est plus dans tout ce qui est l'amour, l'humain, se développer. Si on est pour faire du mal, j'ai pas été parfaite, je suis pas parfaite, hein, j'apprends tous les jours à m'améliorer, hein. Je cherche pas à donner des leçons non plus. J'ai fait des erreurs, j'ai commis des erreurs, mais j'ai cherché à m'avancer. Et comme je dis à mes clients, on ne naît pas avec le pack, je sais tout faire, on ne va pas mourir avec le pack, j'ai tout accompli, mais l'essentiel, c'est le chemin qu'on fait, grandissant entre ces deux pôles. Et c'est pareil pour moi, c'est valable pour moi.
Donc, si naître, c'est pour faire du mal à autrui, mais c'est quoi l'essence de la vie dans ce cas-là? Moi, je pose des questions à ces gens qui sont franchement mais néfastes, qui sont mauvais, qui sont nuisibles. Qu'est-ce qu'ils apportent à la vie? La destruction? Ah bon? Et une fois que vous serez tous détruits entre vous, vous allez faire quoi après? Du cannibalisme? Ça va fonctionner comment? Une fois qu'on va détruire, je ne sais pas moi, on va considérer que notre pays va être détruit parce qu'on veut détruire toute notre culture, déjà dans l'histoire, dans tout ça, on supprime. Alors, supprimer Napoléon à l'école, quand on voit déjà le nombre d'erreurs qui a été dites sur Napoléon, déjà dans les histoires, et c'est comme ça que je suis devenue passionnée du Premier Empire, je le dis parce que c'est très connu, je suis désolée. Alors, si on supprime en plus Napoléon, on vit toujours sous son égide, comment voulez-vous qu'on comprenne cela, qu'on comprenne cette histoire, notre histoire? Et je parle de Napoléon, mais il y en a plein d'autres. Donc, on veut détruire notre culture, ok. Donc, une fois qu'on a détruit la culture, vous faites quoi? Il va vous rester quoi? Vous allez investir d'autres planètes et faire la même chose, comme des sangsues, là? Non, ça n'est pas possible. Il fallait que ça s'arrête. De toute façon, il fallait que ça s'arrête. On a touché le fond depuis longtemps. Et là, on vit ce switch de façon, moi je dis, c'est extraordinaire. Je vais peut-être mourir demain d'avoir fait cette vidéo, c'est pas grave, c'est pas un problème. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont combattre encore. Il y en aura d'autres. Et c'est ce combat qu'on mène, c'est pas les mêmes guerres qu'autrefois. Quand M. Macron disait qu'on était en guerre, j'ai trouvé ça extraordinaire quand il a dit ça. Oui, on est en guerre, mais pas celle qui croit, pas celle qui voulait faire passer. Pas du tout. Et les gens de plus en plus se réveillent, les gens de plus en plus se rendent compte des mensonges, parce que la manipulation s'inverse dans la mesure où, à force de mentir, parce que mentir, ça demande énormément d'énergie, il faut le savoir. Le diplôme ECPAN dont on parlait, qui est sur la détection du lie and true, ça veut bien dire ce que ça veut dire, notamment in micro-expression, etc., c'est ce seul diplôme qui est considéré à valeur juridique internationale, le seul sur ce domaine-là. Donc, on sait parfaitement que mentir exige énormément d'énergie. Et qu'à un moment donné, ça existe tellement d'énergie que la vérité est obligée de sortir. C'est très facile. Vous avez toujours quelqu'un dans votre entourage qui a menti, et puis à un moment donné, on a la vérité. C'est logique. Alors que dire la vérité, ça ne demande aucune énergie. Et au contraire, ça en prodigue, ça en donne, et c'est toujours plus positif. Donc, c'est obligé de s'inverser à force. Et puis là, à un moment donné, ils sont tellement touchés de toutes les manettes qu'ils ne savent plus quoi sortir. On sort les râteliers des... C'est trop drôle. On a l'impression qu'ils sont en train de faire les fonds de cave. Moi, je me marre. Honnêtement, je me marre. On va vers des temps très durs. Attention, on va encore en baver très dur. Même peut-être moins, peu importe. Mais je me marrerai quand même parce que je sais très bien ce qui va se passer à peu près. Et je sais très bien que de toute façon, on est dans le switch amorcé. La boucle, elle est complètement amorcée. Mais on va vers des temps très durs encore. Mais c'est bien, si on peut apporter demain pour nos enfants une meilleure vie, on va dire qu'on y était. Où qu'on soit, on va dire qu'on y était. Et on va faire tomber ces manipulations-là, ces esprits malsains, et qui se reproduisent aussi dans le monde de l'entreprise. Combien de personnes en sont malades? Des gens qui bossent bien. Des gens, En plus, souvent, les victimes, ce sont des belles personnes. Parce que comme ils ne savent pas faire, donc ils vont faire éponge et à un moment donné, ça va exploser. C'est obligé. Alors que ceux qui tombent qui soient manipulateurs ou qui n'étaient pas manipulateurs, mais qu'on propose d'être manipulateurs ou qui subissent par les manipulateurs, finissent par switcher en manipulateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le rester, parce que parfois, ça peut faillir aussi. Je partage ton analyse à 100%, parce que là, je vois bien, je l'ai dit depuis hier, ils ne savent plus quoi inventer. Et comme tu le dis, ça demande beaucoup d'énergie de mentir. Et les mensonges, plus ils sont gros, attirent d'autres gros mensonges pour les cacher. Et à la fin, moi, je le vois. J'avais des gens qui s'intéressaient pas trop à ça, mais qui regardaient encore la télé, tout ça. Maintenant, ils disent, on a coupé la télé. On sait qu'ils mentent. Alors, ils ne sont pas investis comme nous à se battre, mais je peux te dire qu'ils le voient, eux, ils le savent au niveau, tu sais, des suivis, parce que ça, l'audience, en fonction de la publicité, ça, plus tu as d'audience, plus la publicité paye. Ils le voient, c'est en chute libre, partout, de partout. Et le mensonge, il se verra à la fin. Et comme tu le dis, certains tomberont de leur chaise. Plus que ça, j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec un de mes clients qui, pareil, au début, il était baigné dans le guidon, BFM, LCI et compagnie, là. Et puis, on a discuté de certaines choses et en recoupant les informations, on est arrivé à des conclusions dans cet esprit-là.
Et il me dit, vous savez, Madame Touzeau, il dit, je pense qu'il y en a qui vont même se suicider quand ils vont ouvrir les yeux. On ne souhaite pas la mort, il ne faut pas souhaiter la mort, ce n'est pas bien, mais il est fort possible. Et quand on voit des comportements dans la rue, moi, j'ai peur pour ces gens-là, quelque part. Enfin, peur, ce n'est pas le mot, mais je suis inquiète pour ces gens-là, parce que c'est dommage. C'est dommage. De toute façon, c'est très facile de faire l'autruche. Il est toujours plus facile de faire l'autruche que de combattre, parce que ça demande de l'énergie de combattre. C'est comme une maison que tu n'entretiens pas, une voiture que tu n'entretiens pas. Tu dis, oh, c'est comme ça depuis 20 ans, ça va bien, je suis pépère, ça ne bougera pas. Ben non, plus on fait ça et plus ça bouge. Mais plus on entretient et moins ça bouge. Au contraire, parce qu'on stabilise, parce qu'on améliore, parce qu'on est précurseur, par exemple, ou on est dans le vent, ou peu importe. Donc, c'est des comportements à ne jamais avoir. Rester laxiste, ne rien faire, ça chute obligatoirement. Et là, ils sont restés laxistes sur des comportements qui durent depuis des années, en fait. Trump, on a beaucoup critiqué Trump. Moi, la première chose que... Bon, j'ai fait son profil, évidemment, parce que... J'adore ce personnage, il est extraordinaire. Et alors, on disait beaucoup qu'il était l'ennemi de Poutine. Non, j'ai dit non, ils sont comme ça. Et alors, ce que je disais beaucoup, c'est qu'en fait, Trump, il va foutre un coup dans une fourmilière où tu vas avoir les fourmis qui vont partir partout, ça va être un désordre monumental, mais il a bien mis le coup, donc il a bien mis le truc. Puis Poutine, il reprend les fourmis, puis il les replace à la bonne place. Moi, pour moi, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est de là. Depuis le début, je le dis, et ça s'est vu plusieurs fois. Et je me marre, tu vois, regarde, je me marre parce que je trouve ça excellent. Je suis, et je sais très bien de toute façon ce qui va se passer après, donc je me marre à l'avance parce qu'il y en a qui vont vraiment faire la tête, quoi. Alors, je serai peut-être là-haut, hein, c'est pas grave, ils vont peut-être, comme on a tenté de me tuer pendant 2 ans, donc ils vont peut-être en remettre une, je sais pas. C'est pas grave. De toute façon, on est tellement nombreux, donc la liste devient longue, donc pourquoi pas. Mais je me marre de là-haut quand même. Hein. Ça ne va pas m'arrêter. Hein. La peur n'évite pas le danger. Ça ne sert à rien d'avoir peur dans la vie. Qu'est-ce que tu veux? Si tu as peur dans la vie, tu n'avances pas. C'est rare. Donc, c'est rare. Il vaut mieux aimer, continuer à aimer et donner et transmettre cet amour et continuer et on y va, quoi, c'est tout. Après, je me marrer quand même. Je ne peux pas m'en empêcher parce que j'ai dans la tête ce qui va se passer. Désolée, Sylvano. Non, mais tu as raison, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça va faire du bien à tout le monde. Et ça change tellement, tu sais, Nadine, de ce qu'ils ont l'habitude de regarder à la télé, d'écouter à la radio, de lire dans les journaux, les pauvres. Mais c'est vrai, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui sont autour de vous pour sauver tout ce qu'il y a à sauver. Parce qu'effectivement, on n'en parle pas en France, mais aux États-Unis, on en parle beaucoup. Le nombre de suicides a explosé, quoi. Les gens qui vivent dans la peur, ils ont peur et ils arrivent à faire tellement peur qu'il y a des gens qui se suicident. On n'a jamais vu autant de suicides. On n'a jamais vu, moi je discute avec des psys qui m'écrivent et disent on n'a jamais vu autant de personnes dans nos cabinets, quoi. Tu vois? Ah oui, oui, même moi, au niveau du coaching, c'est surtout pendant la période du Covid, ça n'arrêtait pas. Ou des tas de messages de droite et de gauche, je vais faire quoi, je dois faire quoi. Ah, mais attendez, mais prenez votre vie en main. Mais réfléchissez surtout. Réfléchissez, bon sang, réfléchissez. C'est une logique implacable. Même si on n'a pas toutes les réponses, réfléchissez. Mais on a oublié, toi, tu es très spécialisé aussi en entreprise. Oui, en fait, parce que la cybercriminalité, c'est surtout l'entreprise. Alors, c'est pareil, on est très en retard sur le sujet. Bon, alors juste pour la petite histoire, le cybercriminel, avant tout, c'est un être humain, je le rappelle. Alors, tout le monde me dit, oh, oui, oui, c'est évident. Oui, bah oui, mais j'ai beaucoup d'ingénieurs en face de moi dans le digital, c'est évident, mais vous ne l'utilisez pas du tout dans le travail. Soyons très clairs. Hein. Donc, on répond à une technique par une technique. Ah, je rappelle pour les auditeurs, cybercriminel, ce n'est pas quelqu'un qui tue à travers l'Internet. Hein. C'est quelqu'un qui va rentrer dans l'entreprise pour avoir des rançons, pour avoir de l'argent. Hein. Ah, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est un acte délictueux que tu fais du fait d'un outil digitalisé. C'est plus compliqué que ça. Donc, par exemple, le cyberharcèlement. Tu n'as pas besoin d'outils. En fait, il y a 63% d'après Deloitte des cyberattaques qui sont que du fait de l'humain. Ah, c'est marrant, on ne traite que par la technique. Oh, bah ça alors. Moi, j'ai dit 70 2 ans avant. On est pas mal. On est pas mal. Donc en fait, tant qu'on ne comprendra pas l'humain et qu'on ne sera pas en préventif par rapport à l'humain, mais c'est comme tout, la France, le préventif, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, hein, par mettre des masques 3 mois après que le virus il soit barré. Je suis désolée, j'ai de rire. Alors qu'il était là en décembre. Et 3 mois après, ah non, les masques au début, non.
Ben non, il n'y en avait pas. Alors, ils étaient obligés de dire que ce n'était pas utile. Et après, si, il faut le mettre. Oui, mais l'autre, il s'est barré. Non, mais écoute, avoue que c'est un vrai sketch. Il n'y a même pas un humoriste qui fait un film là-dessus. C'est dommage quand même. Et ben, en cybercriminalité, c'est exactement pareil. Je vais avoir un fou rire. En cybercriminalité, on ne traite que par la technique, mais quand le virus il est arrivé, ça fait déjà longtemps qu'ils en ont créé d'autres. Et voilà, et c'est la France. Mais tu as raison. Moi, en tant que patron d'entreprise, je reçois encore, je ne sais pas combien d'emails par mois en m'invitant à des stages de cybersécurité. Il faut faire attention. Mais c'est que technique. Alors que franchement, tu peux avoir la meilleure technique au monde, tu peux avoir les meilleurs pare-feux au monde, le meilleur réseau au monde. L'erreur, elle est humaine. J'allais dire, non. 70% des cas, moi, je dirais même plus peut-être. Alors, ce n'est pas que l'erreur humaine, ce n'est pas que les maladresses. Dans les 63% du cabinet Deloitte qui a fait ça en 2018, ça n'est pas que les maladresses. Il n'y avait pas que les clumsiness, comme ils ont écrit en anglais. Il y a aussi simplement l'humain. C'est-à-dire que moi, je peux infiltrer n'importe quelle entreprise sans aucune technique et je leur fais une cyberattaque. Il va me falloir quoi? Peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. N'importe laquelle. Et les entreprises se projettent. En plus, je veux dire, le truc vachement intelligent. Ah bah telle entreprise, il a acheté tel antivirus, mais je vais faire pareil. Ben non, tu en infiltres un, c'est tous les autres qui sont infiltrés. Quand je te dis que c'est un sketch, n'importe quoi. Alors, ça fait le jeu des cybercriminels, puisque c'est du copier-coller en fait, en somme. Je la fais très courte, mais c'est ça. Et alors qu'en réalité, il faut cybersécuriser les entreprises en fonction et de le type d'entreprise et des produits qu'ils ont et des personnes qu'ils ont. Mais la chose la plus importante à faire, c'est protéger le recrutement. La filtration, elle commence par là. C'est protéger le recrutement. Mais non, ils font des tests et devine où? Ils regardent sur Facebook comment tu te comportes et ainsi de suite. Mais moi, si j'ai envie d'avoir un mur Facebook où je me lâche et je raconte des bêtises et que je joue la tête à neuneu, donc on ne va pas me recruter parce qu'on va dire, bah lui, c'est une tête à neuneu ou elle, c'est une tête à neuneu. Imagine la débilité. Comme quoi les gens ne réfléchissent pas. Et ils payent des fortunes avec tout ça, alors que ça ne coûte pas forcément plus cher d'utiliser quelqu'un comme moi. Et des fois, rajouter la technique avec d'autres personnes, je ne sais pas, parce que ça peut arriver. On inclut normalement, ça arrive, même qu'on inclut de la technique avec d'autres personnes pour pouvoir se cybersécuriser. Ou même simplement faire une formation. Qui je suis, quel type de cybercriminel je peux faire. Tiens, j'ai un site web à faire. Ah bah oui, le site web, il faut peut-être faire attention. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire parce que ça peut attirer les cybercriminels. Et je ne parle pas de technique, je parle de contenu. Oui, bien sûr. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mon comportement sur LinkedIn, je me rappelle je ne vais pas les citer, un groupe du 440 à la Défense où on m'a demandé de faire une conférence. Et ils sont dans le digital. Et le manager du service, il m'a dit, alors, donc, on devait avoir 80 personnes parce que je demande toujours un petit peu près ma cible. Et puis il me dit, mais bon, votre nom est connu, donc je pense qu'on va être blindé dans la salle. Bon, ça n'a pas loupé. Donc je ne sais pas trop qui étaient les autres dans la salle, mais je sais qu'il y avait au moins un DRH et puis l'équipe du digital. Il me dit surtout expliquez-leur qu'il faut faire attention au phishing. J'étais folle quand j'ai vu la société. Je ne peux pas dire le nom parce que bon, et que c'est service digital et le mec il voulait que je revienne sur un basique de chez Basique qui est le phishing. J'ai dit non, et je te parle de ça date d'1 an. Donc, j'ai dit là, non, vous pouvez me répéter, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Je lui ai dit au client, il me dit, non, vous avez bien entendu. Il était dépité, le gars, dépité. Et ça, on va prendre, on va prendre les copains des lobbies, donc tout ce qui fait le jeu des cybercriminels, et donc les entreprises, pam, 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 pam. Et nous, quand on arrive sur le terrain, notamment avec un de mes experts en forensique technique, qui est expert auprès des tribunaux, quand on arrive sur le terrain, on se fait en guirlandais. Et je ne comprends pas, parce que j'ai suivi la formation Annecy, j'ai suivi la formation CCI, j'ai suivi ici et là. Et là, j'ai tel cyberattaque de sa sourdo. C'est normal. Moi, je rigole, mais je rigole pas. Bon, là, c'est parce que j'ai un fou rire. Mais c'est normal. Et après, il faut ramer pour remonter tout ça. Parce que les pertes, là, il y a des suicides aussi. Ils perdent tout. Tout. C'est effarant. Et alors, il y en a qui survolent. Par contre, j'ai un petit mail, ça, c'est pas grave. Attention, une cyberattaque en intrusion, c'est pas comme un cambriolage. La récidive, elle est beaucoup plus forte. Le cambriolage, c'est dans les 2-3% de récidive. En cyberattaque, normalement, la récidive, elle est à vie. Vous êtes repéré, c'est fini.
Alors, il y en a plein. La liste, elle est tellement longue et tout ce que j'ai écrit déjà en 2015, le livre avant celui-ci qui est sorti, c'est toujours d'actualité. Et on était en 2015 quand c'est sorti, sachant que je l'ai rédigé en 2013. Tout est d'actualité, sauf qu'il y a d'autres choses. J'avais dit qu'ils s'organiseraient, qu'il y aurait les réseaux, etc., qu'il fallait bien prendre l'humain derrière. Il faut comprendre le cybercriminel, il faut comprendre quelle cible on est pour les cybercriminels, comment s'en protéger, etc., etc., etc. Donc, je travaille plus. Maintenant, je suis que dans mon économie, parce que d'abord, la cybercriminalité m'intéresse encore plus, parce que j'ai un cerveau qui a besoin toujours d'apprendre encore plus, et que là, on n'a rien découvert. c'est open bar de chez open bar. Parce que les entreprises, eh bien, moi, je me mets à la place d'un chef d'entreprise, je suis moi-même à mon compte. Je me mets à la place d'un chef d'entreprise qui donne beaucoup de sa vie, beaucoup de son temps, et que c'est un peu comme un troisième enfant ou une passion ou tout ce que l'on veut, et il n'a pas envie de tout perdre du jour au lendemain. Par contre, j'invite les chefs d'entreprise à ouvrir les yeux. Ça ne coûte rien de faire un audit, de faire des formations et de mieux se cybersécuriser et se sécuriser, parce que le réel est impacté forcément puisque l'être humain est derrière tout. Que de payer des SSI, des machins, des trucs, une fortune. Moi, quand j'arrive là-dedans, une fois j'ai donné des cours dans une école à Paris, je pensais que ce serait top, qu'ils étaient au top, etc. Oh, la claque que j'ai prise, Quand on a fait la liste des cyberattaques, on n'était pas d'accord. Mais eux, ils te répondent que sur la technique. Et moi, quand je leur expliquais un impact de cyberharcèlement, par exemple, dans une entreprise, sur les réputations et ainsi de suite, ils me regardaient avec des yeux comme ça. Je dis, vous travaillez où là? Ils étaient déjà dans des entreprises, dans des groupes digitaux. J'étais folle. J'ai dit, mais on est mal, on est vraiment très mal, quoi. Alors, Ça va pas s'améliorer parce que là maintenant, en plus, avec le Covid, le télétravail a enfin explosé, mais je ne suis pas sûr que les règles de sécurité de chacun se sont adaptées à cette nouvelle donne. Alors, pas du tout, ou quasiment pas. Et ça a été open bar à n'importe quoi. J'ai eu énormément de travail, moi, pendant le confinement. Sur ces sujets-là. Alors là, mais j'ai pas, là vraiment, je travaille déjà tous les jours, mais là, je savais, j'arrivais plus à trouver du temps. Et là, maintenant qu'ils se sont retrouvés leur bureau, ils pensent que tout va bien, mais non. Parce que, je réitère, dès qu'il y a une entrée, c'est fini, quoi. C'est foutu. Ils n'ont pas besoin de prendre leurs petites pattes pour y aller. Eux, ils font tout à distance. Donc, ça y est, c'est repéré. À telle entreprise, on connaît exactement le schéma, exactement comment c'est foutu. Bon, si on a envie de leur mettre, on a découvert une nouvelle cyberattaque à faire, tiens, celui-là, c'est la cible parfaite, pile, et c'est mort. C'est mort. Mais c'est basique. En plus, je ne comprends même pas qu'ils ne réagissent pas là-dessus. Donc j'ai même un chef d'entreprise dans mes relations qui m'a dit, écoute, il faut absolument que tu viennes me sécuriser toutes mes entreprises et tout. Il est tellement sur le nez dans le guidon qu'il m'a dit, j'ai toujours pas trouvé de date, on n'a toujours pas trouvé de date. Mais il me dit, je lui ai dit, tu as tort de traîner, tu as vraiment très tort de traîner, parce que ça peut te coûter très cher. Et les gens, quand tu leur dis ça, non, attends, tout va bien. Le jour où ça arrive, c'est un claquement de doigts. Hein. Et là, boum, c'est fini pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, le monde de l'entreprise, et en plus, c'est ce qui intéresse le plus les cybercriminels, avec les VIP, avec les comment dire, l'État. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Les soi-disant cyberattaques étatiques, où là, je pense qu'il y a à boire et à manger. La recherche et tout ce qui est finance. Donc, c'est les trois secteurs les plus, qui intéressent le plus dans le dark web, hein, qui se manifestent le plus à ce niveau-là. Et donc, c'est de l'argent. Et puis, eux, ils sont derrière leur écran. Hein, parce que, bon, dans la manipulation, dans le narcissisme, un truc qu'on n'a pas parlé, qui est lié à une de mes théories scientifiques qui s'appelle l'avatarisation, il faut savoir que le narcissisme a développé aussi de l'outil digital. Bon. Et un cybercriminel, surtout les black hats, ceux de très haut niveau, là, sont assez narcissiques, du reste. Parce que ce qu'ils veulent, c'est la première place, ou être au plus haut niveau. Donc, dans ces cyberattaques-là, tu as les gens, par exemple, qui se prennent des selfies, des trucs comme ça, ou qui vont bien ceci, s'apprêter, etc., ne pas être trop naturel. Et, bon, bref. Donc, il y a plusieurs formes de narcissiques aussi qui se créent là, et qui sont aussi dans la manipulation. Et notamment, par exemple, dans les sites de rencontres, où tu rencontres la personne, c'est pas la même. Par exemple, je prends cet exemple-là, parce que c'est comme ça que j'ai commencé les travaux, qui datent maintenant d'à peu près 15 ou 20 ans, je ne sais plus exactement. C'est comme ça que ça a commencé avec des copines il y en a une qui était démoralisée, donc on a fait une soirée entre copines, on a discuté de ça, et ça a commencé comme ça.
Donc, il y a plusieurs déviances de narcissisme du fait de l'outil connecté. Et cet outil connecté, donc, ils sont derrière l'écran, donc ils font ce qu'ils veulent, avec qui ils veulent, où ils veulent et comme ils veulent. C'est pas, on ne peut pas considérer un crime dans le réel comme dans le virtuel de la même manière, parce que les modes opératoires sont différents, parce qu'ils évoluent pas de la même manière, c'est les signatures qu'ils évoluent, parce qu'ils se donnent leur success story entre eux. Donc, du coup, c'est plusieurs personnes qui vont faire le même type de crime, entre guillemets. Et il n'y a pas de crime dans le sens propre du terme, c'est par dommage collatéral, dont les suicides, que les gens meurent. Mais c'est une manne énorme. Aïs, en 2018, disait que la croissance était de 100%. Et ça fait des années qu'on dit qu'elle est de 100% et ça continue, on le dit encore et c'est vrai. Pourquoi? Parce que les entreprises ne se basent que sur la technique. Tout à fait, je confirme. Et le pire, c'est qu'on switch dans l'humain. De plus en plus, on veut switcher dans l'humain et l'amour. Donc, en plein cœur de mon métier. Alors là aussi, il y a beaucoup de gens, leur potentiel d'apprendre encore. S'ils sont passionnés par ça, au contraire, pousser. Et donc, on va switcher vraiment dans l'humain. Donc, autant être avant-gardiste, précurseur. D'ici à 2 ans, on va vraiment switcher dessus. Nadine, c'était super. On a passé 1h15 fantastique. Les deux. Bah oui, hein. Et c'est toujours aussi passionnant de t'écouter. Tu reviens quand tu veux parce que je crois qu'une autre émission sera nécessaire. Avec plaisir, Sylvano. Et puis, prenez tous soin de vous, mais dans le bon sens du terme. Réfléchissez. Vous avez un cerveau. On a plein de cerveaux, parce qu'on n'en a pas qu'un. Et on a énormément d'intelligence. Faites-les travailler. Et merci infiniment. C'est le mot de la fin. Bye. Bis à tous. Bye bye. Thank you.